Pour ne choquer personne, pour ne pas risquer leur bonne réputation sur Internet, les éditeurs nous promettent donc une littérature saine, garantie sans polémique, du light, du sans sucre et sans matière grasse. Là, il s'agit d'autre chose. C'est pas l'univers de droit, c'est une sorte de morale bien pensante dans laquelle il faut veiller à ce qu'il y ait suffisamment de personnages de différentes ethnies. On est dans George Orwell, on est dans l'époque, dans le roman qu'avait imaginé Orwell, où il y avait des gens chargés de réécrire les livres pour réécrire l'histoire. Vous savez, c'est la personne qui, à table, vous dit sur un sujet « Oh, moi qui n'y connais rien, je peux t'en parler librement » et qui, comme par hasard, parce qu'elle n'y connaît rien, enfonce une porte ouverte et tient la même opinion que la plupart des gens. C'est extraordinaire de voir à quel point l'ignorance nous identifie aux autres. C'est extraordinaire de voir à quel point l'ignorance nous identifie aux autres. Depuis la polémique qui a suivi l'interview de Kevin Lambert, auteur qui apparaissait cette année dans la liste du concours pour son roman « Que notre joie demeure », interview dans laquelle il défendait l'utilisation d'un sensitive reader, raison pour laquelle il a été critiqué par un autre auteur, Nicolas Mathieu, ce métier est sous le feu des projecteurs. Le premier a évoqué la justesse que l'a aidé à acquérir sa relectrice, et en même temps a dit que c'était souvent les réactionnaires qui comparaient ce métier à de la censure. Le second a critiqué ce qu'il semble percevoir comme un raccourci, et aussi le devoir des auteurs de faire des recherches pour leurs livres et d'assumer la responsabilité de ce qu'ils écrivent. Mais lequel des deux a raison? Est-ce que l'une de ces assertions exclut forcément l'autre? Pour bien démarrer, il va falloir se demander exactement quel est ce métier. Le sensitive reading, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Les sensitivity readers, ce que l'on peut traduire maladroitement par lecteur en sensibilité, ou plus précisément par démineur éditorial, sont des personnes chargées par l'auteur ou une maison d'édition d'examiner un texte afin de souligner les contenus perçus comme choquants ou porteurs de stéréotypes et de clichés. Ce métier est apparu dans les années 2010 aux États-Unis, suite à des critiques virulentes contre certains livres dont les représentations étaient considérées comme racistes. D'après les statistiques de Google, le terme sensitivity reader s'est de plus en plus recherché à partir des années 2012-2013. Ces questionnements sur la représentation des minorités ethniques, culturelles, religieuses ou encore sexuelles dans la littérature semblent se développer dans la même période que le mouvement Black Lives Matter en 2013 et le mouvement MeToo en 2017. En France, si le métier est pour l'instant peu développé, il entraîne de nombreux débats entre les pour, qui y voient une aide éditoriale, et les contre, qui y voient une simple censure. Et donc le sensitive reading, est-ce de la censure? Pour bien répondre à cette question, il faut se demander si on sait exactement ce que c'est la censure. La censure est la limitation de la liberté d'expression par un pouvoir étatique, religieux ou privé, sur des livres, médias ou diverses œuvres d'art, avant ou après diffusion. Depuis l'époque moderne, deux camps philosophiques s'affrontent sur la liberté d'expression qui est considérée comme le socle d'une société démocratique. D'une part, les partisans d'une liberté totale, à l'image des Américains. D'autre part, les partisans d'une liberté d'expression limitée par le droit, comme on le retrouve en Europe. Pour sortir de ce débat, il nous a semblé intéressant de citer Antonio Gramsci, qui considère que c'est l'idéologie hégémonique qui impose la censure à travers ses pouvoirs, étatiques et privés. Dans le cas de nos sociétés contemporaines, il est clair que c'est la culture occidentale, libérale, capitaliste et plutôt patriarcale qui demeure hégémonique. Et nous verrons que la censure se cache parfois dans les détails, comme par exemple la faible représentation des minorités ethniques dans le monde éditorial américain. Il me paraît important de clarifier quelque chose quand on parle de sensitive reading. Parce que lors de mes recherches, j'ai pu voir que les chercheurs divisaient d'une part la correction, la modification de textes anciens, et d'autre part la collaboration au sein d'une maison d'édition entre un auteur et un relecteur. Pour ce qui est des textes anciens, c'est souvent sollicité par des fondations, par exemple des ayants droit, pour le cas de Roald Dahl, qui est souvent repris par les médias par exemple. Et ceci afin de modifier le texte et d'expurger tout ce qui pourrait déranger pour un jeune public de 2023. Et c'est sur quoi on va se pencher dès à présent. On sait que pour les livres de Roald Dahl, les modifications sont nombreuses et paraissent souvent arbitraires. The Oompa Loompas in Charlie and the Chocolate Factory were described by Dahl as small men, but now they're simply small people, just in case any of the small men wanted to become small women. D'après l'édition du Soir, Augustus Gloop, le personnage de Charlie et la chocolaterie, ne sera plus présenté comme gros, mais comme immense. Mathilda ne lira plus Rudyard Kipling, mais Jane Austen. Madame Tweed des Deux Gredins devient horrible au lieu de laide et horrible. Mais est-ce vraiment un phénomène récent? Mathieu Le Tourneux, qui est maître de conférences en littérature, dit que ça a existé depuis longtemps. De nombreux auteurs ont vu leur œuvre réécrite, parfois même coupée par les éditeurs.
Je me rappelle que quand j'étais petite, j'avais accès à des versions simplifiées du Petit Chaperon Rouge ou de La Petite Sirène, et ce sans que ça choque personne, parce qu'à l'époque, j'ai l'impression qu'on pensait que le texte devait être adapté à l'âge du public. Le tourneur rappelle qu'entre la fin du 19e et le début du 20e, les gros éditeurs populaires de l'entre-deux-guerres comme Fayard ou Talandier vont vouloir moderniser certains romans du siècle précédent. Par exemple en mettant des voitures au lieu de trains, en changeant les vêtements des personnages, parfois en actualisant les allusions politiques aussi, par exemple au colonialisme, ou encore les allusions datées relatives à la condition des femmes. Lors de mes recherches, j'ai pu voir que c'était par exemple le cas du Club des 5, qui a été régulièrement actualisé, enlevant toute référence par exemple au châtiment corporel. D'ailleurs en Angleterre, ce phénomène a un nom, ça s'appelle la baudelarisation. Je l'ai francisé un peu. Comme ça fait référence à Baudelaire, peut-être, on ne sait jamais. Par exemple, dans les écoles, pendant presque tout le XXe siècle, ça a été des versions simplifiées, tronquées, des textes de Shakespeare qui ont été étudiés. Et moi, je me souviens que quand j'étais à la fac, la version que j'ai pu lire du roman de Renard était très différente de celle que j'ai étudiée quand j'étais en 6e ou en 5e. Et ce qui est important à savoir, en fait, avant de continuer à s'insurger sur le fait qu'on réécrive nos textes anciens, c'est de savoir si on a toujours accès aux vraies versions, aux versions originales. Est-ce qu'elles sont toujours éditées telles quelles? Et la réponse, pour le cas de Roald Dahl, c'est que oui. Peut-être que c'est grâce à la grogne des gens, mais en tout cas, depuis le début de l'année, les 2 versions sont disponibles. Ce qui est intéressant, je trouve, dans le thème de ces réécritures posthumes, c'est que ça nous amène à réfléchir à la question de la postérité d'un roman. Est-ce qu'un texte n'échappe pas déjà un peu à son auteur dès qu'il est publié? Est-ce qu'on ne pourrait pas comparer ça, par exemple, aux contes? On sait que les contes, c'est vraiment quelque chose de l'oralité qui a été modifié par chaque émetteur, et c'est ça qui peut nourrir aussi la littérature. Est-ce qu'une histoire écrite appartient forcément à son auteur? Et j'ai envie de dire aux gens qui s'insurgent aujourd'hui de la réécriture des textes de Roald Dahl, où ils étaient au moment où est sorti Le Roi Lion, où ils étaient au moment où est sorti Le Roi Lion 2, où ils étaient au moment où est sorti Le Bossu de Notre-Dame ou La Petite Sirène de Disney. C'est exactement la même chose que ce que font ces entreprises qui sont là, payées par les ayants droit des auteurs, pour rendre disponible à un public de 2023, à un plus large public, et donc il y a aussi des questions financières, ce texte-là. Après, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que c'est formidable et qu'il faut promouvoir ce type de pratique. Je vois bien qu'en fait ça touche à quelque chose de plus que les textes de Roald Dahl, ça touche à l'héritage, à la question même de notre propre finitude, qu'est-ce qui reste une fois qu'on meurt. Je comprends que ça peut être violent d'une certaine manière, qu'on voit des œuvres de notre enfance retouchées, des œuvres d'auteurs que parfois on a connus même de leur vivant. Il y a quelque chose d'affectif dans notre rapport à ces livres, parce qu'ils ont bercé d'une certaine manière notre enfance, et que donc, quand on voit ça, on a l'impression qu'on s'allie quelque chose à quoi on tient. Mais à partir du moment où ça concerne surtout des jeunes publics, en plus, je pense que les personnes qui s'insurgent du fait qu'on réécrive les histoires pour les enfants sont les mêmes qui demandent à ce qu'on éduque les enfants grâce aux livres et qui ont une vision édificatrice de la littérature. Et donc, c'est à se demander quel type de modèle ils veulent enseigner à leurs enfants. Bref, tant qu'on se dit que c'est pour les enfants, et tant qu'on se dit surtout que les textes restent accessibles tels qu'ils ont été écrits par leurs auteurs, ben, je vois pas vraiment le problème. Donc je pense que tant que les versions originales sont disponibles, ben, il ne reste plus qu'à clore l'affaire, quitte à rester vigilant pour les prochaines. Pour ce qui est de la réécriture de livres récents, il m'a semblé important de regarder quels étaient les cas qu'affectionnaient les médias, et de m'y pencher assez sérieusement. Et j'ai remarqué que ce qui était assez intéressant dans ces cas, c'est que les médias restaient souvent en surface de leur sujet et n'allaient pas... En fait, ils ont une ligne éditoriale, ils veulent aller dans le sens de cette ligne éditoriale ou politique, sans forcément aller jusqu'au bout et voir que ça peut dédire ce qu'ils ont dit précédemment. Et comme c'est des sujets qui clivent, ça fait du clic et donc c'est forcément bénéfique pour eux. Et quand on n'est pas dans la réécriture des textes antérieurs, comme je viens de vous en parler, eh bien, cette déformation des textes, j'ai même pas envie de dire transformation, cette déformation des textes, elle s'opère dans le processus même d'écriture avec les sensitivity readers. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des individus qui sont chargés en fait de relire les textes et de les corriger. Pourquoi? Grande question, qui a des réponses multiples. Et en vertu de quelle connaissance? Ben aucune, si ce n'est leur identité, qui est d'ailleurs parfois assez questionnable. Je souhaite vous parler, pour donner un exemple très précis, de Kate Clancy, qui est une écrivaine, une enseignante britannique, qui a été vraiment victime en fait d'un effet de meute absolument incroyable après avoir publié un livre qui s'intitule Some Kids I Taught and What They Taught Me, qui est d'ailleurs un très beau titre avec une forme
tout simplement de reconnaissance sur ce que peuvent nous apporter les élèves, dans lequel c'est une forme de mémoire, dans lequel elle va raconter tout simplement son expérience de l'enseignement auprès de jeunes qui étaient dans des situations défavorisées, qui étaient issus de l'immigration, qui étaient allophones, etc. Et son crime, c'est d'avoir décrit parfois physiquement ses élèves et par exemple d'avoir dit de tel ou tel élève qu'il ou elle avait les yeux en amande. Je n'exagère pas, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et cette femme donc, qui a dédié sa vie quand même à la littérature, au partage, à l'enseignement et qui a donc fait beaucoup plus pour des jeunes que ses détracteurs et détractrices, elle a été lynchée sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, et elle a été lâchée par sa lâche maison d'édition. Là, comme je l'écrivais sur la vidéo d'Antastasia, ce qu'elle décrit, c'est la version officielle, celle de Clancy et des médias qui l'ont interrogée. Comme elle explique dans sa vidéo, son travail aurait été envoyé par ses éditeurs à des démineurs éditoriaux, des experts chargés de détecter et de réformer le racisme et le validisme problématique, d'après l'autrice elle-même de Some Kids I Taught and What They Taught Me. Ici, la version des médias dépeint une situation injuste, ridicule, dans laquelle un des relecteurs classe dans un document Excel les infractions, classées de 1 à 3. Clancy explique « Je n'aurais pas dû utiliser défigurer un paysage, infraction de niveau 3, car comparer des tas de déchets à des furoncles pourrait nuire aux personnes souffrant d'acné. » Elle parle aussi d'un paragraphe où le relecteur conseille des modifications pour éviter le trope de la sauveuse blanche hétéro. Mais les journalistes n'interrogent jamais les personnes qui ont impulsé ces corrections, ne reviennent jamais à la genèse qui a conduit Clancy et ses éditeurs à contacter des sensitive readers. Comment ça s'est produit ? Quand on ne creuse pas le sujet, on s'aperçoit qu'on a souvent affaire uniquement à la version des auteurs, qui se sentent lésés d'avoir dû rectifier leur texte. Mais lorsqu'on s'y intéresse de plus près, on remarque que les articles en question prennent souvent des exemples ridicules pour aller dans leur sens, ce qui se rapproche en rhétorique d'un homme de paille. Ainsi, la relecture serait une purge de tout ce qui peut déranger de nos jours. On enlève toute aspérité au texte, en choisissant à chaque fois les exemples qui prêtent le plus à sourire. Là, avec le cas de défigurer, ce serait quelque chose comme « voyez comme ces relecteurs sont zélés, à la fin on pourra même plus écrire « il a mal comme un chien » parce que ce sera considéré comme spéciste, etc., etc., etc. Oui, ces exemples sont ridicules. Oui, le fait de classer dans un tableur les maladresses, ça peut faire tyrannie bureaucratique orwellienne. On est dans George Orwell. Mais ces articles préfèrent se concentrer sur les exemples extrêmes pour divertir du vrai sujet. Concernant Clancy, que lui est-il reproché et par qui exactement ? Le livre a d'abord été édité sans relecture, et c'est suite à de mauvaises critiques sur le site Goodreads, sorte d'équivalent de Babelio outre-Atlantique, qu'elle a été conduite à réfléchir à des modifications. En préambule, je dois dire que comme visiblement les journalistes ou Antastasia, je n'ai pas lu le livre, donc ce sera dur pour moi de dire qui a raison et qui a tort. Mais en attendant, il m'a semblé nécessaire d'approfondir mes recherches, et j'ai pu voir que déjà, la version d'une Kate Clancy lynchée par la plèbe twittérienne pour seulement avoir écrit sur des élèves qui ont les yeux en amande ou la peau couleur chocolat est fausse. En fait, c'est elle qui a déclenché les hostilités, en menaçant directement la personne qui avait posté son avis négatif de contacter son employeur s'il ne retirait pas sa critique. La personne explique. Bon, c'est du Google Trad parce que je suis pas bilingue, mais on comprend facilement. Pendant plusieurs mois depuis que j'ai publié cette critique, l'auteur a menacé de contacter mon employeur, et elle a demandé à ses abonnés sur Twitter de la commenter, la signaler et contacter Goodreads, etc. Elle m'a accusé de diffamation et d'abus, même si maintenant tous ces commentaires ont disparu. Les citations que j'ai données proviennent évidemment du livre, et certaines sont disponibles en ligne sous forme d'aperçus, donc je ne comprends pas pourquoi Kate les nie toutes. Il faut savoir qu'en effet, Clancy a d'abord nié avoir écrit les citations en question. Son rapport à tout ça a beaucoup évolué dans le temps. On voit sur sa page Wikipédia par exemple, Clancy avait initialement affirmé à tort que les extraits concernés étaient tous inventés, puis avait soutenu que les citations qu'elle qualifiait de racistes avaient été sorties de leur contexte. Clancy a ensuite publié une déclaration s'excusant d'avoir réagi de manière excessive aux critiques et déclarant qu'elle s'était trompée sur beaucoup de choses, et qu'elle se félicitait de la chance d'écrire mieux, avec plus d'amour. Plus tard, cependant, elle a semblé revenir sur son accord de réécriture, dans un article qu'elle a écrit pour Unaired. Donc c'est l'article que cite Antastasia, accusant les lecteurs sensibles de l'éditeur d'avoir souillé ses mémoires. Personnellement, moi j'ai l'impression qu'elle est en mode damage control, qu'elle cherche à limiter les dégâts tout en se laissant submerger, ayant des réactions contradictoires. Et il faut pas la critiquer pour ça, je pense qu'on ignore tous comment on réagirait sous la pression. Par contre, ce n'est pas une raison pour ne pas revenir précisément sur les expressions ou le contenu qui pourrait poser problème. Parce que les auteurs qui la critiquent parlent quand même sur la BBC d'un livre qui est truffé de tropes racistes et capacitistes tout au long, avec certaines phrases enracinées dans l'eugénisme et la phrénologie. Et quelles sont ces expressions en question ? À côté de ce qu'on a vu, yeux en amande et peau chocolat, on retrouve, tellement afghan, une voix africaine ou un nez juif. Le critique sur Goodreads développe. Il y a un thème récurrent, le dégoût des gens de la classe ouvrière, tout au long du livre. Clancy a une vision snob et classiste des couches inférieures qui, selon elle, sont principalement des jeunes de la classe ouvrière. Elle dit qu'ils sont terriblement médiocres
sauvage, destructeur de cours et perturbe toute l'école. L'appartenance à la classe ouvrière est une chose sur laquelle Clancy ne cesse de revenir. Une fois qu'elle a identifié les jeunes comme appartenant à la classe ouvrière, c'est la seule lentille à travers laquelle elle les décrira. Elle décrit les jeunes de manière horrible, avec un dégoût absolu de leur statut. Par exemple, la pauvreté est gravée sur Cheyenne, comme des lettres sur un bâton de pierre, se manifestant dans sa bouche pourrie du 19e siècle. Cheyenne a des problèmes dentaires, ce qui dégoûte Clancy et porte beaucoup de jugement sur sa mère. À côté de ça, son fils, lui, est décrit comme blond et angélique. Pour ce qui est du lynchage, il est possible qu'elle en ait été elle-même victime. Mais lors de mes recherches, j'ai pu voir que c'était aussi le cas de ses détracteurs, des auteurs et chercheurs de couleur qui ont été pris à partie sur Twitter, forçant la maison d'édition de Clancy à réagir. Nous réalisons que notre réponse a été trop lente, nous condamnons vigoureusement l'intimidation en ligne, ignoble de beaucoup de ceux qui se sont exprimés. Chimène Suleiman, Monisha Rajesh et Sunny Singh ont apparemment subi du racisme uniquement pour avoir évoqué le racisme du livre. On est donc loin d'une autrice malmenée par une foule hystérique jusqu'à ce que sa lâche maison d'édition la lâche. Et dans tous les cas, je ne dis pas qu'un des cas est souhaitable. On devrait pouvoir s'exprimer sans être inquiété. Et si on parle de lynchage, il faut juste aller au bout et voir si le lynchage ne concerne pas d'autres personnes qui sont dans cette affaire. Ce qui est intéressant, c'est la différence de perception entre les auteurs blancs, qui sont nombreux à avoir soutenu les mémoires de Clancy, et ceux de couleur, qui ont montré, exemple à l'appui, les biais racistes ou validistes qu'a pu contenir l'ouvrage. Et donc, ce qui attire notre attention, c'est le dialogue difficile entre l'émetteur du message et son récepteur, et les questions que ça soulève. Est-ce qu'un auteur doit penser à tous les lecteurs potentiels, ceux qui lui ressemblent et ceux qui ne lui ressemblent pas lorsqu'il écrit ? Est-il possible d'être offensant envers une communauté sans en avoir conscience ? Ça illustre aussi parfaitement comment il est facile de manipuler l'opinion publique sur n'importe quel sujet, en tronquant, en manipulant l'information, ce que nous allons décrire plus longuement en fin de vidéo. Un autre exemple souvent repris dans les médias est celui d'Horowitz, un auteur de livres d'espionnage plutôt grand public. Il raconte sa mauvaise expérience avec la relecture sensible. Ma dernière histoire de meurtre contenait un personnage amérindien. Je l'ai délibérément ajouté pour provoquer une sorte de discussion sur ce sujet précis. En conséquence, mes éditeurs américains et canadiens ont envoyé le livre pour une lecture sensible. C'est la première fois que cela m'arrive. On m'a demandé de faire quelques coupures. Par exemple, j'avais décrit mon personnage comme ayant un visage qui aurait pu être sculpté dans du bois. C'était au crayon rouge. Pouvez-vous deviner pourquoi ? Il semble que j'ai fait référence par inadvertance aux Indiens des magasins de cigares, des personnages qui se trouvaient il y a des années devant les buralistes et qui sont désormais considérés comme dégradants. Lorsque le même personnage, jouant le rôle d'un médecin dans une pièce de théâtre, a attaqué quelqu'un avec un scalpel, j'ai également eu des ennuis et on m'a suggéré de le remplacer par instrument chirurgical. Scalpel, bien sûr, vient du mot latin scalpellus, de scalpere, couper, et n'a rien à voir avec le scalping, qui dérive du mot anglais scalper, signifiant le dessus de la tête. J'ai fait les changements, mais j'avoue qu'ils ont fait mal. Bien sûr que ces modifications paraissent tatillonnes. Ce cas est intéressant parce que même si Horowitz, en toute bonne foi, essaie d'expliquer que son intention n'était pas raciste, jamais n'est prise en compte la lecture possible par des personnes amérindiennes, sûrement confrontées très régulièrement à une représentation folklorique de leurs racines, de leur couleur de peau ou de leur culture. Et même s'il tente de prouver par l'étymologie des mots que ça n'a aucun rapport avec le scalp, dans les faits, une personne qui lit ce mot fera peut-être le rapprochement, surtout si elle est habituée à ce qu'on lui parle de cette pratique ou qu'on l'y associe. Les questions qu'on peut se poser sont les suivantes. Est-ce que modifier 3 mots change le sens d'un livre ? Ou si on décide de prendre les choses dans le sens inverse, pourquoi un auteur voudrait à tout prix s'accrocher à une description d'un personnage non blanc qu'on lui aurait indiqué comme cliché ou maladroite ? Est-ce qu'il n'y aurait pas de l'intentionnalité dans ce cas-là ? Bien sûr, le fait qu'on indique très clairement à Horowitz qu'il faudrait modifier son texte est moins défendable, bien qu'on peut encore essayer de voir les choses sous un autre angle. Imaginons qu'un auteur décide de décrire un objet, un animal ou un métier, et fait une erreur. Erreur courante par ailleurs. Il écrit par exemple que la hyène fait partie de la famille lointaine des canins, alors qu'en vrai, même si c'est à peine croyable, c'est à la famille des félins Formia, qui regroupe les félins, qu'elle appartient. On lui dit que c'est une inexactitude, il modifie, point, fin de l'histoire. Pourquoi alors, dès que c'est en lien avec des êtres humains, des minorités qui plus est, l'auteur devrait s'en tenir qu'à son intuition ? Que conseiller une modification sur tout autre aspect du texte est une manière de l'enrichir, mais que dès que ça touche à la représentation de certaines communautés, c'est le wokisme, la cancel culture, quasiment le nazisme. En fait, toutes ces histoires de sensitive reader m'ont rappelé une anecdote de la fac. J'avais rencontré une fille, je sais plus si c'était en cours du soir ou à une réunion de rentrée, quelque chose du genre. On avait sympathisé et quelques temps plus tard, alors qu'elle devait venir chez moi, elle m'a annoncé qu'elle avait un cadeau pour moi. J'étais dans les chambres universitaires de 9 mètres carrés. Et son cadeau, c'était une boîte de conserve de couscous. Tiens, ça va te rappeler tes racines, qu'elle m'avait dit. Et pour ceux qui vont croire que c'était une blague, c'en était pas une, c'était premier degré et avec les meilleures intentions du monde.
Et si c'en avait été une de blague, je crois que ce que j'aurais ressenti aurait été totalement différent. Et à mes yeux, pour la littérature, c'est pareil. Il n'est pas interdit, selon moi, de jouer avec les stéréotypes, de les reprendre et de les grossir. En fait, je crois qu'un auteur doit éviter d'avoir les meilleures intentions du monde quand il écrit. Toujours se méfier de bons sentiments. Je pardonnerais plus à un Houellebecq de dire des horreurs sur les pauvres, ou sur les arabes, ou les femmes, ou plus généralement sur la plupart des communautés, qu'à une Amélie Nothomb qui écrit des trucs classistes la bouche en cœur, sans s'en apercevoir. Parce que je crois que le premier, en étant conscient de ce qu'il écrit, prend déjà un peu de recul avec. Mais ce serait dur à expliquer, et je pense qu'il faudrait une autre vidéo pour parler de l'humour et du politiquement incorrect en littérature. Pour revenir à ce jour-là, moi, ce que je ressentais, c'était qu'on me réduisait à quelque chose de folklorique, qu'on niait qui j'étais, ma singularité, pour me renvoyer à l'image que je sais que je renvoie inconsciemment, une arabe et tout ce que ça charrie de stéréotypes. Et y être soumis, et l'être d'autant plus par le biais de la littérature, censée quand même transporter l'inconscient d'un pays, c'est pas seulement blessant, c'est nous mettre le nez dans ce qu'on ne peut pas oublier. Si on devait comparer, c'est comme tous les films où les Français portent un béret et une baguette, c'est pas très agréable d'être caricaturé comme ça. Ou plus insidieusement, la femme française fatale, les triangles amoureux, le fait qu'on serait un peuple feignant ou toujours en vacances. Est-ce qu'on tient tant aux clichés que ça ?